Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire autour du plan de prévention des violences et l'honorabilité des encadrants. On vous remercie d'être aussi nombreux connectés à ce webinaire sur un sujet ô combien important. Avant de laisser la parole aux différents intervenants, simplement vous préciser les modalités, un petit peu les règles du jeu que nous allons adopter durant cette heure et demie ensemble. Donc, différents intervenants participeront à ce webinaire: Thierry Gaillard, Frédéric Barthélémy, Michel Jacquet, Hugo Gier et Ina Boldina, suivant leurs différentes missions et les différentes actions qui portent liées à ce plan. Et donc, pour faciliter un petit peu nos échanges, tout simplement, nous avons fermé l'ensemble des micros. Seuls les intervenants pourront interagir, le but étant d'éviter des bruits parasites et faciliter voilà, une compréhension la plus claire pour tous. Vous avez le chat à votre disposition. Il y a déjà différents échanges. Voilà, avec Nathalie Delors et Hugo Gier, nous aurons la modération et nous poserons directement les questions par oral aux différents intervenants. Nous avons des temps balisés à ce sujet. Et donc, comme vous l'avez vu, cette session est enregistrée. Elle vous sera envoyée puis mise à disposition sur le site internet de la FF Handball. Voilà. On va pouvoir débuter par le propos introductif. Merci à tous et on vous souhaite bien sûr un très bon webinaire et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je laisse la parole à Frédéric Barthélémy pour cette première partie. Bonjour à tous, je suis désolée, je ne vous entends pas bien. Alors, je vais essayer d'être attentive. Alors, donc, je vous souhaite la bienvenue. Je pense que la plupart des participants aujourd'hui avaient déjà assisté à notre première visio il y a quelques semaines. Donc, depuis, s'est passée la grande journée du 20 octobre, qui a été la première pierre posée à notre édifice de lutte contre les violences, quelle que soit leur nature, violences sexuelles et autres. Ce jour du 20 octobre a été signé un double partenariat très important à mes yeux, donc avec Colosse au pied d'argile et avec France Victimes, pour nous aider, à prévenir, à sensibiliser et à accompagner les victimes de violences. Une des deuxièmes pierres à l'édifice représente votre réseau que nous avons constitué et que nous allons consolider, j'espère. Donc, réseau de référents intégrité sur tous les territoires et qui vont être utiles pour diffuser de toutes nos informations, tout notre travail, parce que pour l'instant, on n'en est qu'au niveau fédéral et qu'on compte sur vous, effectivement, pour que vous puissiez être le relais de notre travail, de notre plan de prévention. Et je pense qu'aujourd'hui, Michel Jacquet va nous présenter tout ce qui concerne l'honorabilité des encadrants, qui est aussi une pierre à cet édifice. Donc, ce que j'avais dit le 20 octobre, si vous aviez pu entendre, c'est que pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Le plus important reste à faire et qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il ne faut pas se reposer non plus sur nos lauriers. Donc, je vous remercie tous d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Frédéric. On va laisser la parole à Thierry Gaillard, directeur technique national, qui apportera différents éclairages sur notamment ce plan de violence. Merci Thierry. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de votre présence à cette heure un peu particulière. Vous dire effectivement que pour nous, le 20 octobre a été vraiment un temps important qui nous a permis de présenter et de concrétiser le lancement de ce plan. Alors ce plan, il est bien sûr ambitieux, il a une volonté forte d'éradiquer, si cela est possible, l'ensemble des violences qui sont dans le handball. Je parle bien de l'ensemble des violences, même si effectivement l'éclairage aujourd'hui est très porté sur les violences sexuelles, mais nous avions, avec toute l'équipe, souhaité être bien plus large que ça. Et c'est, comme l'a rappelé Frédéric, le sens de ce partenariat noué avec, d'une part, Colosse au pied d'argile et France Victimes. Alors ce plan, il se décline en cinq axes. Alors un axe sur évidemment, Michel Jacquet reviendra fortement, c'est avant tout s'assurer
de l'intégrité et de la probité, de l'honorabilité de l'ensemble des personnes qui encadrent aujourd'hui le handball, les jeunes, les garçons, les filles, pour que tous les phénomènes de déviance peuvent s'opérer, soient éradiqués le plus complètement possible de notre fédération et surtout que soient traités aussi les cas qui malheureusement nous sont présentés. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, vous l'avez compris, c'est un partenariat avec Colosse au pied d'argile qui va nous permettre, dans les prochaines années, avec un partenariat sur 4 ans, de pouvoir tenir dans vos structures régionales, dans vos structures départementales, dans les lieux que vous choisirez de mettre en place des réunions de sensibilisation, de libération de la parole, pour que à la fois l'ensemble des acteurs soient au fait de ces phénomènes, mais aussi puissent en prendre conscience et pour certains victimes de pouvoir libérer leur parole et derrière d'être accompagnés durant ce pas qu'il est parfois difficile de franchir, mais qui parfois est synonyme de résurgence, de revie. Et ça, c'est très important. Alors ça, c'est le deuxième axe. Donc le troisième axe, évidemment, il me semble qu'on t'a perdu. Thierry, n'hésite pas à désactiver et réactiver ton micro. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je parlais du troisième axe, peut-être. Ouais. Tu me confirmes que vous avez entendu, d'accord. Donc le troisième axe, c'est bien sûr l'accompagnement et l'écoute des victimes ou des gens qui, quelque part, ont été témoins ou ont pu avoir à un moment donné un doute, une rencontre qui leur a mis un peu la puce à l'oreille. Donc ce numéro qui s'affiche est un numéro unique dédié à la fédération et qui va permettre à la fois aux victimes, aux témoins, à toute personne qui souhaite, soit de manière identifiée, soit de manière anonyme, pouvoir apporter un témoignage ou libérer sa parole et être ensuite écouté, accompagné, entendu. Donc ça, c'est un deuxième axe évidemment très très fort, avec derrière une cellule juridique d'assistance fédérale qui se met en place et qui pourra aussi traiter l'ensemble des cas qui lui seront soumis dans l'ensemble des domaines qui intéressent le plan de lutte contre les violences. Alors le troisième axe dont vous faites évidemment partie, enfin le quatrième plutôt, dont vous faites évidemment partie, c'était d'une part la volonté que nous avions de constituer un vrai réseau de personnes clés, de référents intégrité, qui puissent mailler l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, et qui aura deux missions. D'une part, de pouvoir déployer des offres de formation que nous avons conçues et que nous allons mettre en œuvre avec vous, qui sont des modules autour de, on va dire, l'éthique et la citoyenneté, mais un module plus particulier qui va traiter de la manière d'agir pour prévenir et traiter l'ensemble des phénomènes déviants. Et donc ça, c'est pour ça que dans le casting, entre guillemets, de ces référents territoriaux, un responsable de formation appartenant à votre équipe de formateurs au sein de vos ITFE est indispensable pour que le déploiement de ces offres de formation, elle se fasse de manière la plus fluide et la plus professionnelle possible. Donc ça, vous serez d'ailleurs conviés à ce titre-là durant le mois de janvier sur une session de formation qui vous permettra d'avoir les référentiels de formation, les outils, la mise en contact avec l'ensemble des acteurs partenaires, soit nationaux, soit territoriaux, puisque les deux associations avec lesquelles nous allons travailler ont des antennes dans toutes
toutes les régions et tous les départements. Et vous pourrez vous appuyer sur eux pour mener à bien ces modules de formation. Donc voilà, une vraie volonté de progressivement aller vers la formation généralisée de l'ensemble de nos acteurs dirigeants ou encadrants de clubs assez problématiques. Donc ça, c'est une volonté qui est affichée et qui va progressivement se mettre en œuvre. Et puis bien sûr, le dernier élément, c'est un élément lié à la communication. Donc là, et à l'outillage, j'ai envie de dire, donc qui vous permettra à la fois d'avoir les outils et les messages qui vous permettront de communiquer en direction de vos clubs, de vos acteurs, de vos jeunes, pour pouvoir les sensibiliser, les informer et relayer auprès de l'ensemble de ces acteurs les différents éléments relatifs à ces problématiques. Bon, voilà rapidement présenté ces 5 axes. Alors on disait effectivement, on a aujourd'hui l'arsenal, la volonté, les étapes, les acteurs. Il faut qu'on passe aux actes. Aujourd'hui, c'est une première étape que de vous informer et de vous transmettre un certain nombre d'éléments. On aura, pas plus tard que jeudi prochain, une visioconférence qui traitera du bizutage en direction des pôles, des différents pôles espoirs, puisque... Mercredi. C'est mercredi, pardon. Mercredi 18. 18, alors... un certain nombre d'entre vous sont d'ores et déjà invités et ont répondu favorablement à cette visioconférence. Là, j'ai fait un peu le compte. On aura environ à peu près 1000 personnes qui seront connectées entre les différents sites de pôle, les présidents de ligue, les référents territoriaux, des chefs d'établissement, avec des acteurs clés du dispositif, ministère, Colosse au pied d'argile et puis les acteurs fédéraux, autour d'une problématique très présente, alarmante dans le handball. Donc il faut traiter ce genre de questions pour les éliminer. Vous voyez, c'est une première étape et il y en aura bien d'autres. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de se mettre en mouvement, en marche. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'ensemble de ces volets, nous avons tous les éléments pour que nous puissions continuer de promouvoir et de défendre les valeurs que sont celles du handball et que je suis sûr que vous partagez. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Thierry et Frédéric pour ces propos. Avant de passer à la présentation des différentes actions par Hugues, on voulait vous montrer un des différents objets produits à votre disposition, la vidéo qui a été construite par la FF Handball. Voilà, on va la diffuser avant de présenter plus précisément les différentes actions. Voilà. Tous unis contre les violences, les 5 étapes du plan de prévention de la FF Handball. Étape 1, la probité et l'honorabilité des encadrants. Une attestation d'honorabilité sera demandée à tous les licenciés de la fédération qui ont des contacts avec des mineurs, qu'ils soient notamment arbitres, entraîneurs ou encore accompagnateurs d'équipe. Elle sera valide pour l'ensemble de la saison sportive, même en cas de mutation au cours de la saison. Une mention encadrant, rattachée à la licence fédérale, des personnes ayant les fonctions d'éducateurs sportifs bénévoles et de dirigeants sera mise en place sans coût supplémentaire. Comme le prévoit la loi, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, les éducateurs sportifs bénévoles et les dirigeants d'associations pourront faire l'objet d'un contrôle auprès du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Étape 2, accompagnement des victimes et témoins. La FF Handball s'associe à la Fédération France Victimes et à l'association Colosse au pied d'argile pour une aide dans l'accompagnement des victimes et témoins. Pour cela, un numéro d'écoute et d'aide ainsi qu'une adresse mail sont mis à disposition pour tous les publics et tous les types de violences. France Victimes propose à toutes les victimes un accompagnement juridique, psychologique et social, ainsi qu'une aide dans les démarches judiciaires. La cellule fédérale de suivi des signalements assure quant à elle l'assistance juridique des structures affiliées ou des cas soumis. Étape 3, sensibilisation et libération de la parole. La FF Handball s'associe à l'association Colosse au pied d'argile afin de mettre en place des actions sur les territoires telles que des interventions dans les pôles et territoires volontaires, une aide à la prise de conscience, une libération de la parole et un suivi des témoignages recueillis en lien avec France Victimes et la cellule FF Handball.
Colosse au pied d'argile pourra proposer une intervention au sein de la structure, en visio ou en présentiel, à destination des dirigeants et des parents. Étape 4, la formation des acteurs clés. Les territoires désignent chacun un binôme de référents territoriaux intégrité. Un séminaire de cohésion, prévenir et traiter les comportements déviants, sera mis en place pour tous les référents territoriaux. Celui-ci sera suivi par le déploiement de la formation dans les territoires par les référents intégrité. Étape 5, les outils de communication. Un kit de communication sera mis à disposition des clubs et territoires. Et pour finir, une mallette pédagogique sera remise aux référents intégrité lors de la formation nationale. Elle contiendra des ressources pédagogiques pratiques pour lutter contre toutes les violences. Merci de votre mobilisation. Voilà donc le support vidéo qui a été largement diffusé, que vous pouvez également diffuser sur vos différentes plateformes. Et donc, on va passer maintenant à la présentation des différentes actions par Hugues Augier, chargé de mission au service au club. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Simon. Effectivement, vous a été présenté les actions et les différents axes de ce plan. Aujourd'hui, on a engagé certaines choses que j'ai listées très rapidement pour qu'on puisse passer ensuite sur un temps de questions-réponses et ensuite à l'intervention de Michel Jacquet. Suite au 20 octobre, comme ça vous a été expliqué, vous avez dû recevoir par mail le kit de communication. Donc, c'est le clip qui vient d'être diffusé, l'affiche que vous pouvez voir qui rappelle le numéro, évidemment, et cette affiche a été envoyée aux quantités que vous voyez juste en dessous, c'est-à-dire 10 par club, 50 par comité et 1000 par ligue. Et les livraisons sont en cours. C'est Centraland qui assure ces livraisons et qui devrait arriver dans toutes les structures entre le 12 et le 20. Donc, vous voyez, on est en plein dans la période. En termes de communication, on a mis aussi à jour le site internet de la Fédé. Donc, vous voyez le lien pour retrouver toutes les informations concernant ce plan de prévention sur le site de la Fédé. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Juste pour vous dire que cette présentation qu'on fait vous sera envoyée par la suite si besoin. En termes de partenariat, on a aussi agi avec Colosse puisque vous allez, en tant que référent intégrité, vouloir mobiliser des temps de sensibilisation. Et donc, il y a un document qui sera un document de transit entre la Fédé et vous pour mettre en place ces temps de sensibilisation qu'on vous enverra par la suite. Et pareil, Colosse au pied d'argile, dans le cadre de la convention, met en place des documents PEDA qui expliquent de manière très pédagogique comment prévenir les violences sexuelles, le bizutage, qui est à destination des encadrants ou des licenciés. Donc, ces documents vont vous être adressés aussi aux référents territoriaux. On y travaille en ce moment avec Colosse. Voilà, dans le même ordre d'idée, avec l'association et la fédération France Victimes, on a travaillé à mettre en place un référentiel de type de violence, si on peut le dire comme ça, pour qu'ils puissent nous fournir trimestriellement des bilans et qu'on puisse observer un petit peu les différentes remontées et qu'on puisse ajuster, si besoin, ce plan de prévention. Sur la prochaine slide, sur les autres points de ce plan, sur la formation, donc Thierry en a parlé tout à l'heure, il y a une formation sur le module Agir pour prévenir et traiter les comportements déviants qui sera proposée, quelqu'un demandait la date sur le chat, entre le 13 et 14, en tenant compte que les conditions sanitaires nous laissent mettre en place cette réunion en physique. Sinon, on s'adaptera comme on le fait aujourd'hui, peut-être en visio. Et vous avez dû recevoir en tant que référent territoriaux également une proposition de formation qui fait partie de la convention avec Colosse sur la première semaine de décembre. Donc, vous avez pour la plupart répondu à un doodle. Donc, je reviens vers vous pour vous donner les créneaux et faire ce temps de formation. Ces différents temps nous permettent d'animer ce réseau, de mieux se connaître aussi et de pouvoir faire en sorte que quand vous arriviez les 13 et 14 janvier, vous avez déjà quelques outils en main pour aborder encore plus profondément le sujet et être formé au module fédéral. Voilà, sur le réseau, on a constitué ce réseau, vous en êtes la preuve aujourd'hui.
Et on va mettre en place aussi très rapidement, évidemment, les échanges de réseau entre les référents territoriaux handball, les antennes de la Fédération France Victime. Il faut savoir que c'est 130 associations réparties sur le territoire métro et ultramarin. Donc, vous aurez les contacts de ces associations-là et les contacts locaux de Colosse au Pied d'Argile qui, depuis quelques années, se développent et donc à des structures dans certains des territoires où vous aurez aussi les contacts de ces personnes-là. En ce qui concerne la répartition du binôme, on ira un peu plus loin et ça sera l'objet d'une visio peut-être spécifique, mais pour vous donner un ordre d'idée, on a échangé sur comment s'organisait le binôme de référents territoriaux. Vous savez que dans chaque territoire, on a demandé un élu et un salarié. En se disant que l'élu aurait le lien avec la cellule de signalement fédérale et le portage politique, évidemment, du plan dans ces instances territoriales. Quant aux salariés, tout à fait en binôme avec l'élu, évidemment, il aurait le déploiement de l'ingénierie, le lien avec les partenaires locaux et la Fédé sur la mise en œuvre, sur l'opérationnel des actions prévues, et bien sûr, en lien peut-être avec ses collègues du service communication, l'aspect communication, puisque c'est un projet qui nous demande de communiquer sur ce numéro, sur ce clip, sur ces outils, pour qu'il y ait une libération de la parole et qu'il y ait des gens qui puissent appeler. Voilà, on a un peu déployé aujourd'hui ce type d'action. Donc, il y a des choses qui arrivent dans vos structures en ce moment. On va continuer à entretenir ce réseau. Et là, on est à votre disposition si vous avez quelques questions. Passer à l'intervention de Michel Jacquet. Merci. Merci Hugues. On a quelques questions, mais plutôt sur l'honorabilité. Ina et Michel répondront par leur intervention et ensuite par le temps de questions approprié. On a peu de questions sur cette première partie. Peut-être Hugues, Frédéric, Thierry, des questions peut-être par rapport au partenariat, peut-être leur durée, leur engagement, peut-être des aspects un peu plus précis pour chacun d'entre nous pour qu'on ait un peu plus de précision. Vous voulez que... Oui, quand même un peu, tu peux éventuellement. Bon, aujourd'hui, on a un partenariat pluriannuel avec Colosse. Donc, on a signé pour 4 ans avec lui, avec un certain nombre de volumes d'intervention, donc qui seront on va dire, à ventiler, alors à la fois en fonction des priorités. Donc là, une des priorités, ça va être la tournée des pôles, puisque un certain nombre de pôles ont déjà été visités par Colosse dans un autre cadre, mais que là, tous les pôles qui ne sont pas abrités par le ministère, donc sur les CREPS ou des établissements assimilés, feront l'objet de visites et de réunions d'information. Et puis après, eh bien, on se déploiera avec votre participation en fonction des volontés des régions, des territoires, des ligues, d'accueillir ce genre de réunions de sensibilisation et d'information, et puis les contraintes évidemment de calendrier. Je précise que le plan, dans le financement de ce plan, l'ensemble des interventions qui sont aujourd'hui programmées le sont par un financement fédéral. Et bien sûr, si d'aventure vous souhaitiez plus de réunions ou plus de développer, élargir la campagne au niveau de votre territoire, bien sûr, ce seront des choses à caler avec vous. Donc voilà, avec France Victime, on est sur un partenariat d'1 an. Alors pourquoi 1 an? Parce que d'abord, on se connaît un peu moins avec France Victime. On veut voir comment cela va fonctionner. France Victime est une grande association qui intervient sur tous les types de violences, et c'est pour ça qu'on a souhaité travailler avec eux. Ça va de l'accompagnement de victimes d'attentats, de victimes de catastrophes naturelles, de victimes de terrorisme, en passant par toute forme de violence à la personne, etc. Donc c'est ce qui nous a vraiment séduit avec eux, et surtout aussi le fait de pouvoir mettre en place un numéro de téléphone avec des écoutants au bout du fil, professionnels qui savent écouter, entendre et orienter. Et donc ça, c'était vraiment ce qu'on recherchait, et une vraie complémentarité entre Colosse et France Victime. Alors, on fera le point avec eux au bout d'1 an.
bien sûr, on est évidemment dans la perspective de continuer le travail, mais en fonction de ce qui va se passer, j'ai envie de dire, dans les mois qui viennent, eh ben, peut-être on aura soit à reconduire ce partenariat, soit à l'élargir à d'autres acteurs. On parle beaucoup aujourd'hui de radicalisation, on parle beaucoup de racisme. Alors peut-être qu'il faudra que la fédération songe à élargir ses partenariats avec d'autres structures. Donc voilà, on est parti pour l'heure avec France Victime sur une première année de fonctionnement ensemble. Merci Thierry. On a une question de Jérémy Colsonnet de la Ligora, savoir s'il avait été formalisé une fiche mission, plus une estimation de l'investissement temps pour les salariés et l'élu bénévole qui seront sur ces missions de plan de prévention. Peut-être Hugues, si tu souhaites répondre. Alors, aujourd'hui, on commence à bien voir ce qui va être de l'opérationnel et de la charge du collègue référent territorial. Et on travaille actuellement avec Thierry et Frédéric et tous les membres du groupe à la mise en place de quelle mission et justement pouvoir dire combien de temps ça peut donner en charge de travail et échanger avec vous sur ce sujet parce que c'est encore un plan qui est neuf, qui vient de sortir. Il nous faut réfléchir à ce temps, on reviendra vers vous et on va le co-construire avec vous, mais on essaye dans les échanges avec les partenaires, que ce soit Colosse et de faire des choses simples qui aillent vite et on a notamment, je vous en ai parlé tout à l'heure, construit une fiche d'intervention entre Colosse et vous et la Fédé qui va être un outil rapide, simple, qui va nous permettre de cibler très rapidement le public concerné, la date souhaitée et d'avoir une réponse rapide de Colosse sur la possibilité d'intervention. Donc voilà, on est encore en construction. On souhaite le construire avec vous, ce réseau et ce travail. Donc on refera des visios je pense, avec les référents territoriaux pour continuer à construire ces missions et tout ce déploiement territorial. Merci Hugues pour ces précisions. On a une autre question, savoir si une formation est prévue pour les commissions de discipline qui sont parfois amenées à traiter ce genre de situation. Et on avait également dans le chat la présentation d'une intervention via la DDCSPP. Mais voilà, une question, savoir s'il y avait également des formations prévues pour d'autres acteurs. Thierry peut-être ou Hugues? Moi, je veux bien répondre, mais avec l'accord de Michel Jacquet pour la commission de discipline, parce qu'il avait été envisagé à un moment, alors je ne sais pas où on en est, que ce type de dossier soit traité au niveau fédéral et non pas au niveau de commission de discipline territoriale. Je ne sais pas si on a progressé sur ce projet. Michel? Alors, ça fait partie de mon intervention qui va suivre, mais on peut déjà le traiter sur la partie procédure qu'on peut engager lorsqu'on est informé de faits de violence, et en particulier de violence sexuelle. Sans rentrer trop dans le détail, on a un arsenal de procédures à notre disposition qui vont de la procédure pénale en passant par la procédure administrative, la procédure disciplinaire, voire des procédures liées au contrat de travail. Concernant la procédure disciplinaire, c'est encore un chantier qui reste à traiter. Et puis, il ne vous a pas échappé non plus qu'on est dans une période proche des élections à la Fédération française de handball et qu'il conviendra de travailler avec la nouvelle gouvernance sur ces dossiers-là. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est effectivement, alors ce n'est pas vrai partout, hein, il y a des commissions territoriales de discipline qui sont tout à fait à même de porter ces sujets-là sans trop de difficultés. Par contre, d'autres sont un peu plus désemparés. Parfois, les rapports de force sont compliqués lorsqu'on est sur un débat contradictoire. Et pour rejoindre ce que vient d'indiquer Frédéric, il y aura un sujet qu'on devra mettre sur la table avec la nouvelle gouvernance, qui est celui de la compétence sur certains dossiers,
faut-il poursuivre à les traiter d'un point de vue territorial ou en fonction d'un certain nombre de critères, ces dossiers devront-ils ou pas remonter dans une instance nationale, laquelle à définir. Donc pour répondre précisément, et encore à Frédéric, aujourd'hui le sujet est embarqué, mais pour autant il faudra qu'il soit traité avec les élus qui seront aux commandes prochainement. Merci Michel et Frédéric. Et donc, ça permet de faire la transition, Michel, sur ta présentation sur le contrôle d'honorabilité dans le handball. On va donc te laisser projeter. Je vais arrêter le partage et tu vas pouvoir projeter le document. Voilà. Simon, tout le monde le voit? Oui, pour nous, c'est bon. N'hésitez pas sur le chat, mais pour nous, c'est bon. Je vais me mettre si possible, en diaporama. Voilà. C'est bon également pour... Oui, c'est bon. Parfait. Alors, beaucoup de choses à vous dire cet après-midi. Néanmoins, ce que je vais vous indiquer, c'est un travail qui a été élaboré avec la participation dans un groupe de travail qui s'est réuni autour de l'été avec des représentants de ligues, enfin des élus de ligues et des élus de comités notamment, plus évidemment les forces vives également de la fédération. Alors, si j'interviens cet après-midi, c'est sur deux casquettes, on va dire. Celle qui m'a été confiée, qui concerne le fait d'être correspondant honorabilité auprès du ministère des Sports. Donc, je vais vous détailler un petit peu quel est le dispositif étatique qui a été mis en place et déployé et qui trouvera son rythme de croisière sur l'année 2021. Et puis, j'interviendrai également avec une autre casquette qui est celle de référent, et toujours pour le ministère des Sports, pour la lutte contre les violences sexuelles. Au préalable, comme ce sont des sujets qui sont relativement complexes et peut-être chronophages également, mon intervention de cet après-midi va vraiment être ciblée et autour d'un périmètre qui est lié au contrôle d'honorabilité. Je n'interviendrai pas, ou s'il y a quelques questions en fin de débat, j'y répondrai avec plaisir, mais on évitera de traiter, en tout cas aujourd'hui, on pourra le refaire dans un autre temps, tout ce qui concerne le traitement issu du contrôle d'honorabilité. Alors, statistiquement, il y aura forcément des situations qui vont nous être remontées à travers le croisement de fichiers et qui vont donner lieu à des procédures, principalement administratives. Voilà. Donc, ce sujet des conséquences sur les différentes procédures à notre dispositif, probablement qu'on ne les traitera pas cet après-midi, et on va vraiment se concentrer sur la partie qu'est-ce que l'honorabilité, comment elle va être mise en place, et puis je donnerai également la parole à la fin de mon intervention à Aïna, qui vous fera de manière très pragmatique une présentation de l'outil de gestion du contrôle d'honorabilité au travers les développements qu'on a opérés dans Gestan. Voilà, donc c'est premier point à retenir. On va aborder la question de l'honorabilité. On n'abordera probablement pas les traitements, on va dire, entre guillemets, curatifs, si on y arrive, de la partie honorabilité à partir des éléments qui pourraient ressortir des croisements de fichiers. Quels sont les fondements juridiques du contrôle d'honorabilité? Pardon, il y en a deux. Il y en a un qui nous est imposé. C'est celui qui a été décliné depuis le premier trimestre de cette année 2020, notamment sur l'intervention de Roxana Maracianu, la ministre des Sports, pour ce qui est du contrôle automatisé. Ça, c'est important de le souligner. Je rappelle bien du contrôle automatisé de l'honorabilité. Alors, pourquoi je dis automatisé et j'insiste sur ce terme-là, c'est que le contrôle d'un certain nombre de populations était déjà possible depuis des années au regard des activités d'encadrant
soit encadrant au titre d'éducateur sportif, soit au titre de dirigeant d'association. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc ce n'est pas une nouveauté, le contrôle d'honorabilité au regard du Code du sport n'est pas une nouveauté, c'est simplement que la volonté de la ministre est de l'étendre de manière automatique. C'est plusieurs millions de personnes qui vont être possiblement contrôlées. Voilà, donc il y a une base juridique. Alors, la base juridique, pour être tout à fait précis, elle reste encore à être pas précisée, mais en tout cas sécurisée. Nous sommes dans l'attente de l'apparition d'un décret et d'un arrêté qui va sécuriser les fédérations dans le traitement automatisé des données. Donc, le dispositif a été validé par le ministère des Sports, par le ministère de la Justice et est actuellement à l'étude au niveau de la CNIL, de manière à ce que lorsqu'on va être amené, nous, fédérations, donc en l'occurrence Fédération française de handball, on soit tout à fait sécurisé pour transmettre des données de contrôle. Donc c'est le dernier, on va dire le dernier rouage à mettre en place au niveau du ministère qui consiste à sortir ce décret puis cet arrêté. Donc le premier fondement, c'est une obligation qui nous est faite de mettre en place à partir du 1er janvier 2021 ce contrôle d'honorabilité. Le deuxième fondement, il est plus interne à la Fédération française de handball qui a voté au mois de juin dernier, donc en distanciel, en juin 2020, un vœu fédéral qui consiste à ce que toute personne, j'y reviendrai tout de suite après, mais toute personne qui a des fonctions d'encadrement, alors je dis souvent au titre de la fédération, c'est-à-dire bien au-delà de ce que nous impose le Code du sport, de demander à toutes ces personnes qui sont en contact, soit parce qu'ils sont éducateurs, soit parce qu'ils sont arbitres, soit parce qu'ils font partie d'un staff médical, soit parce qu'ils sont accompagnateurs d'équipe, soit parce qu'ils sont en lien avec des mineurs, par exemple. La fédération, à travers son vœu, a souhaité que toutes ces personnes-là puissent attester sur l'honneur de leur probité. Et probité et honorabilité, c'est des termes qui sont relativement proches, mais dont on va vous détailler un petit peu par la suite le contenu. Donc, à retenir à ce stade, une obligation qui nous est faite de décliner le dispositif de contrôle automatisé d'honorabilité pour le 1er janvier 2021 et une volonté de la fédération, on va dire entre guillemets, d'embarquer une population beaucoup plus large que celle qui est aujourd'hui strictement ciblée par le Code du sport. Sur le périmètre de l'obligation, je vous ai dit en préambule que ce n'est pas une nouveauté. Bien évidemment, depuis très longtemps, je ne connais pas exactement le délai, mais peut-être une bonne décennie, il y a une obligation qui est faite de contrôle de l'honorabilité d'un certain nombre de populations, et notamment les populations dites professionnelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un éducateur sportif professionnel ne peut exercer que s'il est titulaire d'une carte professionnelle. Lorsque cette carte professionnelle est délivrée, ça veut dire que la personne a été contrôlée, son honorabilité a été contrôlée, à la fois au niveau du casier judiciaire, mais également au niveau du fichier du FIGES, donc ce fichier qui permet d'inscrire les personnes qui ont eu des actes de violence, et notamment de violences sexuelles. Donc ce contrôle au FIGES et au bulletin numéro 2 du casier judiciaire est réalisé chaque fois qu'il y a une demande de carte professionnelle, d'une part, et c'est également le cas lorsque des stagiaires rentrent en formation. Alors là, il n'y a pas de délivrance de carte, mais par contre, il y a une vérification et une attestation de probabilité qui est produite au moment où le stagiaire s'inscrit dans des formations. Donc, il y a cette première grande famille des éducateurs sportifs. Alors, jusqu'à présent, seuls les éducateurs sportifs professionnels
rattachés à une carte professionnelle étaient contrôlés. Le vœu de la ministre aujourd'hui, c'est d'étendre ce contrôle à l'ensemble de la population des éducateurs sportifs, professionnels certes, mais c'était déjà le cas, mais aujourd'hui bénévoles. Une petite précision également, ce dont je vais vous relater cet après-midi ne concerne que les licenciés aux fédérations. Donc le propos que je vais tenir cet après-midi ne concerne que les licenciés de la Fédération française de handball. Si on était sur d'autres populations non licenciées qui seraient amenées à intervenir dans notre cadre d'activité, ils ne seraient pas concernés par le contrôle d'honorabilité. Voilà. Donc une première grande population qui concerne les éducateurs sportifs. Alors vous voyez dans le libellé, peu importe ce qu'on met comme libellé derrière éducateurs sportifs, des entraîneurs, de l'enseignement, de l'animation, d'encadrement d'activités physiques et sportives, que ça soit de manière occasionnelle, saisonnière. Voilà. Dès lors qu'une personne est en situation d'encadrement sportif, la personne rentre dans le périmètre du contrôle. Donc, c'est la première grande famille. La deuxième grande famille, alors le terme est un peu barbare, c'est les exploitants de APS, d'établissements d'éducation physique et sportive. Pour vous et pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un dirigeant d'association, de comité, de ligue, de la fédération, sont considérés comme des exploitants de APS. Alors, ça ne relève pas tout à fait du même article du Code du sport, mais les conséquences sont les mêmes, c'est-à-dire que ces personnes devront être concernées et transmises au contrôle d'honorabilité. Une petite précision, on ne pourra pas tout faire d'un seul coup. Chez nous, je n'ai pas évalué exactement, mais je pense que sur le handball, on doit être autour d'une population de l'ordre de 40 000 personnes à contrôler à travers ces deux items, éducateurs sportifs et exploitants d'établissements d'APS. On ne le fera pas en une seule fois et du jour et de manière immédiate. Ce qui veut dire que dans un premier temps, et j'en reste là, sur la population exploitant d'établissements d'APS, on se limitera dans un premier temps à ne contrôler que les présidents, trésoriers et secrétaires généraux. Bien évidemment, si certaines structures sont prêtes à pouvoir identifier plus largement une population de type conseil d'administration, ce qui est forcément le cas, mais dans un premier temps, on se contentera de contrôler président, trésorier, secrétaire, et si on est performant, on ira très vite sur une population un petit peu plus large. Voilà, au niveau du périmètre des personnes qui sont soumises au contrôle d'honorabilité, je vous ai déjà indiqué pour les professionnels comment ça allait se passer. Pour les bénévoles, je vous l'ai également dit en préambule, on souhaite et on va mettre en place un périmètre qui va être plus large. C'est-à-dire qu'on va demander un périmètre qui regroupe d'autres populations que les éducateurs sportifs et les dirigeants d'associations, pour faire simple. On va également demander aux populations que je vous ai déjà citées, de type arbitre, de type encadrement médical, de type personnes qui vont être sur les feuilles de match électroniques, en fait, toutes personnes qui sont aujourd'hui en situation d'encadrement, même si la loi ne nous impose pas de leur demander une attestation d'honorabilité. Ce petit schéma, parce que ça c'est l'élément un peu essentiel pour bien comprendre la suite, ce petit schéma de principe, c'est simplement pour rappeler une dernière fois qu'on a donc une cible qui est très large, qui comprend beaucoup de populations à qui on va demander de fournir une attestation de probité et honorabilité, et que parmi cette grande famille, cette grande cible, seuls les dirigeants et éducateurs sportifs feront l'objet d'un contrôle d'honorabilité, un contrôle automatisé d'honorabilité. Comment allons-nous le déployer ?
La difficulté, c'est qu'il aurait été tellement simple de mettre en place cet outil dès le début d'une saison sportive, au moment de la prise de licence, sauf qu'on est en année sportive, on n'est pas en année civile au niveau du hand, et donc on est un petit peu à cheval et qu'on a largement entamé, même si on en a fait un stop malheureusement par rapport à la crise sanitaire, mais on a largement entamé la saison 2020-2021. Et donc, il va falloir mettre en place un dispositif entre guillemets de rattrapage qui va nous permettre d'engranger ces attestations de probabilité honorabilité. Et par contre, ce sera beaucoup plus simple pour la saison future, la 21-22, parce que là, tous les outils seront en place et on sollicitera cette attestation d'honorabilité au même moment que lorsqu'on va recevoir les demandes de licence et qu'on qualifiera les licences. Donc, pour cette saison en cours, on est sur un timing qui est pour l'instant parfaitement respecté, c'est-à-dire que à partir de cette présentation dans la semaine, nous allons transmettre à l'ensemble des licenciés de la Fédération française de handball, tous les licenciés majeurs. Alors, là aussi, une petite précision. Le contrôle d'honorabilité se focalise sur le fait, concerne toute personne en situation d'encadrement. Donc, on peut tout à fait avoir, et c'est le cas dans nos clubs, des mineurs qui sont en situation d'encadrement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va y aller step par step, on ne va pas brûler les étapes et on va se contenter dans cette première phase de contrôle, on va cibler uniquement les personnes majeures, parce que sur les mineurs, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Il va falloir qu'on puisse recueillir également le consentement des parents. Enfin bon, c'est une situation qui est un peu plus compliquée. Et puis, on a quand même moins d'encadrement aujourd'hui de personnes mineures que majeures. Donc, on va adresser dans les prochains jours un mail d'invitation à l'ensemble de cette population majeure pour recueillir leur attestation d'honorabilité. Alors, comme on ne sait pas aujourd'hui, à travers nos outils, si les personnes à qui on va s'adresser ont des fonctions d'encadrement, ça va être une des premières questions qu'on va poser à ces personnes. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous détailler par la suite avec la présentation d'Ina. Mais on va demander, en fait, on va faire un premier tri pour se concentrer sur les personnes qui sont réellement aujourd'hui en situation d'encadrement. Et à ces personnes, on va leur demander d'attester de leur honorabilité, probité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir déclencher très vite. Ensuite, on va demander aux différentes structures de pouvoir valider, aider ou contrôler un certain nombre d'informations. Alors, dans l'outil Gestand aujourd'hui, vous avez toujours d'ailleurs un onglet, je ne sais pas si on appelle comme ça, un onglet qui concerne l'organe de la structure. Depuis que la fédération a voté le fait de rendre l'affiliation automatique, cet onglet organe, malheureusement, n'est plus renseigné, voire renseigné que de manière épisodique. Et aujourd'hui, on n'est pas certain que toutes les informations qui se trouvent être dans l'onglet organe sont la réalité du terrain. Or, dans le cadre du contrôle automatisé, au FIGES et au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, nous engagerions notre responsabilité pénale si nous transmettions des personnes au contrôle qui ne seraient pas autorisées. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude que dans l'onglet organe, le président qui est indiqué est réellement le président en fonction. C'est peut-être un président qui a été en fonction il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans. Il n'a pas été remis à jour. Et donc, si nous transmettions au contrôle automatisé des personnes non habilitées à être contrôlées, nous engagerions notre responsabilité pénale. Donc, c'est vraiment l'obligation aujourd'hui de faire du propre dans notre base de données et d'être certain que les personnes qu'on va transmettre au contrôle
d'honorabilité sont bien en situation d'encadrement. Donc aujourd'hui, tant sur la partie dirigeant d'association, c'est loin d'être certain, et on n'a pas non plus une certitude dans notre outil que les personnes qui sont en situation d'éducateur sportif le sont réellement. À travers Gestand, on a plutôt un recensement des diplômes obtenus par les personnes, mais si cette personne est diplômée mais qu'elle n'exerce pas, on ne peut pas la transmettre au contrôle automatisé d'honorabilité. Donc on a besoin, c'est ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, d'inviter de nouveau les licenciés concernés à déposer leur attestation d'honorabilité et au club de nous identifier les personnes en situation d'encadrement. Donc on va vous présenter également l'outil qui va nous permettre de recenser. On compte également, et ça fait l'objet d'une discussion dans le groupe de travail qui a réfléchi à ce dispositif-là, on compte également beaucoup aux structures, comités et ligues pour accompagner nos clubs dans cette phase qui va être de les aider à un moment donné à bien recenser toutes les personnes qui sont en situation d'encadrement. Je vais passer très vite sur ces éléments-là parce que Ina va vous le redétailler tout de suite après en vous présentant la réalité de l'outil Gestand à travers notamment l'onglet encadrant. Donc ça, je passe très vite. Vous verrez que pour qu'un club puisse saisir ces encadrants, il y a plusieurs formules. On a essayé de faire en sorte que ça soit le plus simple possible. Avant de céder la parole à Ina, donc juste un élément de rappel. On va donc demander aux licenciés de bien vouloir télécharger une attestation, on va vous la présenter également, de la déposer sur l'outil Gestand. Le club devra, comme il le fait aujourd'hui déjà au travers par exemple du certificat médical, devra valider cette attestation de probité, vérifier que le document qui est joint est bien signé, qu'il n'y a pas eu d'erreur de dépôt avec un autre document, ça arrive. Et puis, effectivement, ensuite, alors d'ici la fin de l'année, hein, il n'y a pas une urgence folle, d'ici la fin de l'année, à nous indiquer dans Gestand quelles sont les personnes qui sont en situation d'encadrement, avec une subdivision en précisant, et ça va vous être détaillé encore par Ina, en précisant s'il s'agit d'une fonction d'éducateur sportif ou s'il s'agit d'une fonction de dirigeant d'association. On compte sur le comité, parce que le comité est proche également, comme les ligues du reste, mais proche des clubs, parce qu'il n'est pas toujours très aisé de définir les populations qui sont en situation d'encadrement. Voilà. Et ensuite, la ligue, comme elle le fait aujourd'hui à travers différents contrôles qu'elle opère sur les licences, qu'elle opère sur le certificat médical, sera aussi en situation de valider l'attestation qui sera déposée dans Gestand. J'ai une ou deux slides encore pour terminer mon propos, mais je préfère à ce stade-là laisser la main à Ina pour qu'elle puisse vous présenter l'outil développé dans Gestand. Et ensuite, je reprendrai la main à la fois pour terminer mon propos et puis évidemment répondre à vos questions. Merci Michel, et donc on laisse la main à Ina. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous faire une petite présentation des modules, comment ils se présentent dans Gestand. Donc, est-ce que c'est bon? Tout le monde voit mon écran, oui? Oui, on le voit. Ok, parfait. Donc, comme Michel a dit tout à l'heure, il y aura un envoi massif à tous les licenciés majeurs. En même temps, on a prévu aussi sur la page des licenciés un bouton pour envoyer l'attestation de probité honorabilité au cas où la personne a perdu le lien ou quelque chose comme ça. Donc, si je clique sur ce bouton, le licencié reçoit le mail qui se présente comme ça. D'accord? Donc,
là, je me mets à la place de licencié. Donc, je clique sur le bouton « Compléter le formulaire ». Donc, il y a une brève explication. Les articles du Code des sports sont cités et supposons que je ne suis que pratiquant au sein du club. Je ne suis pas encadrant. Okay? Donc, je clique sur le bouton « Enregistrer ». Ben voilà, c'est fini. Maintenant, une autre situation. Si je suis pratiquant, on va prendre notre licencié. Voilà, donc là, je choisis option « J'assure mes missions d'encadrant au sein de club ». Donc, on voit déjà qu'on peut télécharger ici l'attestation. C'est un PDF inscriptible. Il faudra qu'on le remplisse. Voilà, on peut joindre ici une signature électronique. OK, donc supposons que je l'ai rempli. Pardon, hop. Voilà, et je vais joindre ici l'attestation remplie. Voilà. Et je clique enregistrer. Ok, donc là, c'était Myriam Bohr. Donc maintenant, si on va sur l'onglet, la page licence de cette personne, donc là, supposons que je suis en club. On voit ici, dans l'onglet justificatif, le document qu'elle a envoyé, il est apparu. Okay? On peut le visualiser. Bon, là, c'est un PDF, donc je peux le télécharger. Je vais le contrôler. Et donc, si il correspond aux attentes, donc moi, en tant que représentant de club, je valide. Si je ne valide pas, je serai obligé de laisser un commentaire. Pourquoi je ne valide pas? Et si, par exemple, représentant de club ne valide pas cette attestation, donc il y aura une alerte dans Almanach et le mail va partir directement au licencié. Donc voilà, donc là, je le valide. Je déplace ça, voilà. Et après, il faudra que le représentant des ligues vérifie et valide l'attestation. Donc là, le principe est le même. Donc si c'est non, il faut expliquer le motif. Et si c'est oui, donc voilà, c'est bon. Et à chaque fois, il y aura des alertes Almanach. Donc par exemple, si un club est validé, la ligue est prévenue qu'il faut valider aussi cette demande d'encadrant. Maintenant, on va voir comment ça se présente dans le fichier organe. Donc là, j'ai déjà ajouté, on a pris le club Saint-Michel Sport, j'ai déjà ajouté quelques personnes. Supposons que je veux ajouter cette personne-là. Donc là, je clique sur le bouton « Ajouter un encadrant ». Soit je peux la chercher ici. D'ailleurs, on la voit, Myriam Bohr. Ici, donc, dans cette fenêtre pop-up, apparaissent uniquement les licences qualifiées. Et vous pouvez voir si l'attestation de probité est validée. Par exemple, pour cette personne-là, vous voyez, je ne peux pas l'ajouter. Il est grisé parce que son attestation n'est pas validée. Donc, pour Myriam Bohr, c'est bon. Sinon, je peux faire la recherche aussi. Par le nom et le prénom. Voilà. J'ajoute. Ça ne va pas marcher parce qu'il faut d'abord sélectionner une fonction. Donc, soit c'est dirigeant, soit c'est éducateur sportif bénévole. On choisit dirigeant. Voilà, et bien là, j'enregistre. Éventuellement, voilà, il est là. Éventuellement, je peux changer d'avis si je me suis trompée. Je peux mettre éducateur sportif bénévole. Voilà, ben, en gros, c'est tout. Et après, on va donc faire extraction de la base de données pour envoyer ces encadrants-là au ministère des Sports.
Merci Ina. Tu peux peut-être sortir du document. Je vais remettre le mien en partage. Mais, il doit être ici. Voilà, je le repartage. Je vais ici. Voilà. Je vais me remettre. Ah non, pardon. Excusez-moi, petite manip à faire. Ici. Voilà. Toc. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Oui, donc je reprends la main juste pour compléter. Et je ne vais pas aller trop loin dans mes explications parce qu'on risque vite de passer sur l'autre registre qui consiste à savoir, et après ce contrôle d'honorabilité, qu'est-ce qui se passe. Mais simplement rappeler que cet outil manipule donc des données personnelles, qu'à ce titre-là, on a des contraintes, des obligations liées à la gestion RGPD notamment, CNIL, et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. À ce stade, je vais être la seule personne habilitée à récupérer des fichiers nominatifs et dans ma fonction de correspondant honorabilité, à les déposer sur une plateforme qui va ensuite permettre d'accueillir ce fichier qu'a évoqué Ina, ce fichier d'extraction de données avec de mémoire 16 champs à renseigner, civilité, nom, prénom, etc., etc. Et ce que je voulais vraiment insister, alors vous n'êtes pas les principales personnes concernées. Les principales personnes concernées vont être les licenciés eux-mêmes qui saisissent aujourd'hui leur demande de licence. Mais j'alerte de manière très, très poussée sur le fait que les informations qui vont devoir être renseignées dans Gestand soient faites de manière la plus propre possible en respectant scrupuleusement les informations qui sont portées sur les pièces d'identité qui sont fournies à l'appui dans Gestand. Si d'aventure des codes, des lettres étaient utilisés pour remplir dans Gestand ces lettres, notamment ne font pas partie, ne sont pas exploitables par le système de contrôle, on aura des rejets massifs de ces informations. Donc aujourd'hui, d'expérience sur d'autres disciplines que le sport, lorsqu'il y a des contrôles automatisés, c'est environ 10% de rejets. Imaginez 10% sur 40 000, on va passer un temps fou à devoir corriger. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, alors c'est principalement une sensibilisation qu'on fera auprès des licenciés, mais bien évidemment toutes les structures qui sont ensuite en appui pour contrôler, que ce soit au niveau des comités des ligues ou des clubs, vraiment prendre en compte réellement ce qui est inscrit sur la carte d'identité, le passeport. La seule tolérance qui existe aujourd'hui, ça concerne les accents. Donc on peut tout à fait, parce que dans Gestand, il n'y a pas d'accent, et ça tombe bien, le système de contrôle automatisé permet de croiser des fichiers sans les accents. Par contre, si on utilise des lettres qui ne correspondent pas, on sera sur des situations de rejet, parce que le système va aller contrôler le répertoire national, le NNIPP, le répertoire national de l'identité des personnes physiques, et si il n'y a pas de correspondance, pour une raison ou pour une autre, une faute d'orthographe, un champ manquant, un département, un mauvais numéro de département, tout ça va nous occasionner des rejets. Et à titre d'exemple, sur le comité, alors sinon la Ligue Centre Val de Loire du football, qui a été la structure qui a procédé au premier test, sur un fichier de 200 000 licenciés, ça a été l'objet d'une personne à 4/5 de temps pendant 6 mois pour arriver à gérer toutes ces anomalies.
Voilà. Alors, espérons que nous, la base de données Gestand est déjà assez propre au niveau des saisies, mais c'est vraiment une situation nécessaire, indispensable. Sinon, on aura du mal à finaliser les fichiers d'extraction pour être ensuite transmis au contrôle d'honorabilité. Voilà, le dernier élément, c'est encore pour remettre une couche, excusez-moi du terme, pour simplement dire qu'on s'inscrit dans une volonté donc, de demander une attestation d'honorabilité très large à tout un tas de populations que vous voyez à l'écran, et qu'ensuite, seulement une partie de ces personnes, identifiées par les clubs notamment, seront soumises au contrôle d'honorabilité. L'idéal, si on veut être tout à fait au point, c'est d'être en mesure de le faire dès le début du mois de janvier, sous réserve que le décret et l'arrêté soient réellement pris, ce qui n'est pas encore une certitude à 100%. Voilà au niveau de la présentation sur le contrôle d'honorabilité. C'est un peu compliqué. On vous a envoyé en appui de ce webinaire 2 documents. Un document qui reprend le guide d'honorabilité. Alors, petite précaution, hein, je me suis autorisé à vous le transmettre parce qu'il est riche, il répond à pas mal de questions, mais il n'est pas communicable. C'est un document de travail, donc il doit rester dans notre sphère. Il avait vocation à aider tous les référents honorabilité de toutes les fédérations pour travailler et arriver à peu près à comprendre toutes les méandres de ce système-là, mais ce document n'est pas communicable. Donc, vous le gardez bien précieusement. Vous pouvez y faire référence. Il y a pas mal de questions-réponses qui sont posées dans ce document-là. Voilà. Et puis, je pourrais également vous transmettre quelques fiches pratiques qui ont déjà été produites sur des compléments d'information sur le contrôle d'honorabilité. C'est un dispositif, vous l'avez compris, hein, qui est en cours de fabrication. On est l'une des fédérations les plus avancées aujourd'hui parce qu'on s'était engagé à être fédération test. Certains sont vraiment au balbutiement. Nous, on a terminé, vous avez vu, les développements informatiques. Ils viennent d'être testés avec les référents également informatiques des différentes ligues. Voilà, donc on serait presque au point pour pouvoir se lancer. Voilà, je suis à votre disposition. Simon, Hugues, s'il y a des questions. Merci Ina et Michel. Alors, on avait une première question un peu plus technique pour Ina. Dans le cas d'une licence qui est déjà qualifiée, est-ce qu'il y a la possibilité de la réouvrir justement pour insérer l'attestation d'honorabilité et s'il y a une qualification automatique et si oui, par qui? Voilà, c'est peut-être un cas de figure à préciser. Mais pour cette saison, en fait, la qualification des licences et la validation des certificats de probité n'est pas liée. Donc, si la licence est déjà qualifiée, on va procéder comme ce que je viens de montrer. On envoie le mail et le licencié remplit, il joint l'attestation, c'est tout. Et ce que je peux peut-être compléter par rapport à cette question, c'est aussi le fait qu'on va adresser en masse ce fichier aux licenciés, effectivement les licences qualifiées. Par contre, on espère qu'on aura également d'autres prises de licence dans la saison. Et donc, ça veut dire qu'on sera amené à refaire ce type d'opération avec les nouvelles licences qualifiées en cours de saison à une échéance d'environ tous les trimestres. Voilà, pour compléter de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et qu'on soit en mesure de poursuivre le contrôle, y compris pour des personnes qui vont prendre des licences chez nous au cours de saison. Merci pour vos réponses. On avait une question sur les différents publics, alors sur les parents qui ne sont pas forcément licenciés et qui accompagnent les collectifs et également sur les éducateurs étrangers. Voilà, s'il y avait des particularités sur ce type de public. Alors, malheureusement, oui. Malheureusement, comme je vous l'ai dit en préambule, dans mon intervention, le dispositif de contrôle aujourd'hui, de par la loi, n'est possible que pour les populations licenciées. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas contrôler des parents ou d'autres fonctions qui ne seraient pas licenciés à la Fédération française de handball. Il peut y avoir des prestataires, il peut y avoir un certain nombre d'intervenants.
On peut avoir des médecins qui ne sont pas forcément licenciés à la Fédération française de handball. Et pour ces populations-là, on ne peut pas les transmettre au contrôle d'honorabilité. Sur la partie des étrangers, c'est comme peu importe, dès lors que la personne est licenciée. La petite variante, c'est effectivement l'identification dans la base de son pays de naissance, qui relève d'une nomenclature un peu particulière, mais elle sera traitée comme les personnes ressortissantes françaises. On a deux nouvelles questions. Savoir ce qui se passe si un dirigeant ou autre refuse de compléter le certificat, peut-être sur un cas de figure particulier. Et une autre question sur les nouveaux modules Gestand, savoir quand ils seront actifs. Voilà, si vous avez une visibilité sur ça. Alors, je ne sais pas, je peux répondre peut-être pour… Ina, je te laisse peut-être répondre sur la partie module. Hein. Quand le module sera prêt, ben, en principe, si tout va bien, à partir de la semaine prochaine. On va communiquer la date exacte ultérieurement. Maintenant, si un dirigeant ou une autre personne refuse de répondre, en fait, ne répond pas, bah, là, pour l'instant, nous n'avons absolument aucun moyen de pression. Il ne répond pas, c'est tout. Mais dans ce cas-là, il ne pourra pas déclarer encadrant au sens de la loi. Ça veut dire que ces données ne seront pas envoyées au ministère. Bien répondu. Effectivement, une personne qui refuse de délivrer son attestation de probité et honorabilité, elle a parfaitement le droit. Et donc, on ne pourra pas l'intégrer dans le fichier de croisement. Par contre, ça devra effectivement interpeller la structure club, notamment, pour gratter un petit peu plus, pour savoir pour quelles raisons cette personne ne souhaite pas être contrôlée. Je rappelle que sur ces populations, ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est le contrôle automatisé. Aujourd'hui, une personne qui a des fonctions d'encadrant, de type dirigeant d'association, doit attester et peut être contrôlée. Alors on préfère, nous, prendre des précautions et être plutôt dans un dispositif de sensibilisation et de prévention. Par contre, ça doit interpeller l'ensemble de nos structures sur le fait qu'un dirigeant ne souhaite pas répondre et délivrer son attestation de probité. On a une question un peu plus opérationnelle, s'il y aura un tutoriel ou autre accompagnement pour, là, comme Ina a pu le faire, pour accompagner les structures, les ligues, comités, clubs sur cet aspect. Oui, bien sûr, pas de souci. On n'a pas voulu aller trop vite. On voulait d'abord présenter tous ces éléments-là cet après-midi parce qu'on a pu passer à côté d'un certain nombre d'éléments et de ce fait-là, recueillir vos observations et derrière bâtir ce petit tuto qui vous sera transmis, qui est plutôt relativement simple, mais vous verrez que derrière, il y a un certain nombre de questions qui vont se poser, non pas trop sur le registre du contrôle d'honorabilité, mais sur le registre des prises en charge des situations qui vont nous remonter comme étant, entre guillemets, positives, c'est-à-dire des personnes inscrites dans les différents fichiers que je vous ai indiqués et qui ne peuvent pas avoir des missions aujourd'hui dans le secteur de nos activités associatives. Donc, il y aura un autre élément sur lequel on va échanger très prochainement. On a deux dernières questions, deux autres questions. La responsabilité du club si l'attestation remplie est fausse. Et une autre question, certains dans l'éducation nationale ont déjà créé ou ont dû faire ce type de test d'honorabilité, donc savoir s'ils doivent le refaire également. Oui, effectivement. Alors, ce n'est pas seulement dans l'éducation nationale, hein, c'est notamment dans tous les organismes de jeunesse, notamment, hein, qui étaient beaucoup plus avancés que le secteur du sport. Et effectivement, ils ont pu l'être dans le cadre de leur structure, mais il faudra effectivement le refaire. Il faudra redéposer son attestation d'honorabilité dans Gestand et ils seront ensuite resoumis au contrôle. C'est vrai aussi si des personnes, j'anticipe un peu sur peut-être d'autres questions, c'est aussi vrai si des licenciés sont licenciés dans plusieurs fédérations, y compris des personnes qui pourraient être licenciées dans des fédérations affinitaires, par exemple, et y compris chez nous.
il faudra que ça soit aussi déclaré dans les 2 ou plusieurs fédérations. Et la première question, Simon, c'était, excuse-moi. Si, la responsabilité du club, si l'attestation remplie était fausse. Et on a différentes questions aussi sur le rôle des ligues et la capacité des structures à interdire les éducateurs. Voilà, c'est un petit peu dans le même registre. Alors, la responsabilité n'est pas engagée du club lorsqu'il y a une fausse déclaration. C'est assimilé il y a eu une jurisprudence qui est sortie il y a quelques jours, dont on pourra vous rajouter dans le guide et dans le tuto peut-être, qui effectivement exonère les dirigeants d'associations lorsqu'il y a des fausses déclarations faites par les licenciés. Et c'est valable également, de mémoire, je crois, pour le certificat médical, il me semble. Il me semble que c'était ça l'origine. Frédéric, tu voulais rajouter? Oui, je confirme, c'est le cas pour les faux certificats médicaux. Et si j'ai bien retenu la leçon de Jackie Bettenfeld, le fait qu'un délinquant, on va dire, a signé une fausse attestation, ça rajoute un délit d'intentionnalité, puisqu'il a menti et qu'en plus il a commis des délits. Donc ça aggrave la chose, mais la responsabilité n'en incombe pas au club. Je voulais répondre à la question de Clément Rollet à propos des gens qui interviennent sur les pôles espoirs. Je pense, alors j'ai vu qu'il y avait au moins 2 présidents de territoire qui étaient présents, Sylvie et Jean-Luc. Ces gens-là sont employés par les ligues, me semble-t-il. Est-ce qu'on a le droit, Michel, est-ce que les ligues ont le droit d'imposer à leurs employés de signer cette attestation? Alors, je vais répondre pas directement. Je vais d'abord répondre pour dire que ces personnes qui interviennent, elles sont censées avoir une carte professionnelle. Pas les médecins? Ah, pas les médecins. Non, je faisais référence je pensais que tu évoquais la question des éducateurs, des enfants, etc. Là, le problème ne se pose pas parce que il se pose parce qu'il faut vérifier au niveau des structures que les personnes ont bien une carte professionnelle. Moi, je peux attester que dans certaines situations, on est en train de les cribler. Hein. On sait pertinemment qu'il y a des personnes qui ne sont pas à jour. Donc ça, c'est une certitude. Sur la question des médecins et des kinés, malheureusement, s'ils n'ont pas de licence à la fédération, on ne pourra pas leur demander l'attestation de probité honorabilité. Et de toute façon, à ce stade de la réglementation du Code du sport, on ne peut pas les transmettre au contrôle d'honorabilité, au contrôle automatisé d'honorabilité. Mais est-ce qu'un président de territoire, en embauchant ces personnes, peut leur demander une attestation ou c'est hors cadre légal? Alors là, tu évoques le contrat de travail. Ou la prestation ou la vacation d'un médecin, d'un kiné qui va intervenir sur un pôle. Je ne sais pas si Jean-Luc ou Sylvie veulent répondre. Quelle est leur capacité ou leur autorisation, leur droit de demander ou d'exiger cette attestation? Je vais peut-être laisser répondre peut-être Jean-Luc et Sylvie, mais… On a plusieurs profils dans nos pôles. Oui. Alors, on a des salariés de pôle, on a des kinés. Nous, on a des structures d'entraînement décentralisées, on a des auto-entrepreneurs aussi qui interviennent, des prestations de prépa physique ou de trucs comme ça. Donc là, si ce sont des professionnels de la Ligue, effectivement, ils ont une carte professionnelle, mais je parle de médecin, de kiné, on a des auto-entrepreneurs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? Ils sont en lien avec des jeunes, des mineurs. Donc, Alors, ce qui est possible de faire hein, pour n'importe quel employeur, c'est demander le bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Oui, bulletin numéro 3. Possibilité, sans problème. Le 2, vous ne l'aurez pas, mais le 3, vous pouvez le demander, n'importe qui peut le demander. Ensuite, moi, ce que je recommande, c'est que rien n'empêche un employeur de contrôler et de bien connaître les personnes qu'elle accueille et qu'elle recrute. Donc, demander à une personne si elle a eu des antécédents judiciaires peut faire partie des questions qu'on pose. Oui. Ça, c'est possible.
Ok. Donc, pour revenir sur l'extrait numéro 3, il est possible de le demander pour les bénévoles qui encadrent les équipes. On avait cette question également. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il est public, hein, le numéro 3. Donc, Oui. Oui, on peut l'avoir en un quart d'heure. Il est disponible. Oui. Et une autre question justement sur l'attestation d'honorabilité. Est-ce qu'elle doit être faite chaque année ou Oui. D'accord, elle dure. Oui, elle dure le temps de la saison. D'accord. Alors, peut-être pour prolonger la question, ce qu'on essaye aussi de mettre en place, c'est un réseau des référents honorabilité entre toutes les fédérations. Parce que, en fait, le sujet, il n'est pas traité définitivement lorsqu'on a pu identifier une personne qui ne remplit pas les conditions. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On constate déjà, nous, hein, sur un certain nombre de dossiers de signalement, c'est que la personne, soit elle quitte le territoire et on se retrouve malheureusement quelques années après dans les mêmes situations, ou voire même elle quitte la fédération pour aller dans une autre. Et on a déjà un certain nombre de situations qui font que ces déviances ont déjà été constatées. Donc, on a encore un grand chemin à faire, mais voilà, on ne se contente pas, si je dois aussi passer un petit message, on ne se contente pas de régler, c'est déjà bien, mais on aura réglé réellement les situations lorsqu'on aura tout l'arsenal juridique à notre dispositif et qu'on ne se sera pas simplement contenté d'écarter la personne du périmètre dans lequel elle a été pris la main dans la confiture. C'est malheureusement le cas encore aujourd'hui de manière très régulière, même y compris pour des personnes qui sont salariées de clubs. Quand une faute est commise, on a plutôt tendance aujourd'hui à soit faire un licenciement, soit faire une rupture conventionnelle pour dire on s'en est débarrassé. Le problème, c'est qu'on retrouve cette personne-là quelques temps après dans d'autres territoires. Donc, notre travail, il est beaucoup plus large, à la fois dans le temps et de manière spatiale. Et c'est pour ça que le réseau des référents intégrité est quelque chose de primordial, et d'être au plus près des clubs, c'est également l'objectif et la nécessité. Merci beaucoup Michel et Sylvie pour ces précisions. On a une question dans un autre domaine, plutôt pour Thierry, sur la formation et notamment pour les organismes territoriaux, quand sera transmis le ruban pédagogique, la durée de la formation. Voilà, des questions un peu plus précises pour les territoires et les référents intégrité. Thierry. Oui, donc là-dessus, effectivement, en fait, on attendait le stage qu'on va organiser, qu'on a repoussé plusieurs fois, mais qu'on va organiser au mois de janvier avec vous pour vous livrer l'ensemble des éléments liés à cette ingénierie, mais de manière générale. Donc, en fait, on a créé au sein de l'IFFE un certificat qu'on a appelé Vivre ensemble et citoyenneté, qui est composé de 2 modules. Un module qui travaille plutôt sur tout ce qui est du domaine des valeurs et des vertus du handball, donc la manière de les identifier, de les promouvoir, de les préserver, de les transmettre. Et puis un module qui est lié à agir pour traiter et prévenir les comportements déviants. Donc ça fait 2 fois 20 heures. Alors ça débouche sur une certification avec un vrai bloc de compétences. Ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a intégrer ça de manière obligatoire dans tous les rubans pédagogiques des titres à finalité professionnelle qui sont mis en place par vos ITFE, pour les stagiaires qui rentrent dans la formation professionnelle, que ce soit en continu ou en apprentissage. Donc ça, c'est une obligation. Donc c'est aussi pour ça qu'un certain nombre d'entre vous sont ici présents, parce qu'ils ont déjà été identifiés il y a déjà un bon moment lorsqu'on a demandé les dossiers d'habilitation des formations aux ITFE. Donc, on a le référentiel, bien sûr, de compétences, on a le référentiel de certification, on a aujourd'hui l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de déployer, mais on attend pour le diffuser ce stage qui permettra à la fois de bien sûr le partager, de vous le livrer, mais aussi de vous mettre en relation avec les intervenants
sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour mettre en œuvre ces deux modules, mais surtout surtout le deuxième sur le traitement et la prévention des comportements déviants, puisque là, on s'appuiera sur des acteurs qui ont une expertise dans ce domaine-là, donc soit des gens de Colosse en région, soit des gens de France Victimes en département, soit bien sûr les directions régionales ou directions départementales jeunesse et sport qui ont des référents intégrité dans leur personnel. Voilà. Donc on souhaitait vraiment attendre ce stage-là, et c'est pour ça qu'on essaye de le faire le plus vite possible pour que les rubans pédagogiques des titres puissent se dérouler, se mettre en œuvre. Et c'est aussi pour ça qu'on leur a recommandé à vos responsables de formation de différer dans leur ruban la mise en œuvre de ce module. Ce qu'on peut penser, ce qu'on peut espérer, nous on le souhaite vivement, c'est que progressivement ce module de formation il puisse être sans doute rendu obligatoire dans chaque club pour qu'il y ait au moins une personne qui ait suivi cette formation-là et qui puisse être au fait des comportements à adopter lorsque des cas se présentent, et pour mettre en place aussi des sessions de prévention au sein de leur club. Thierry, juste peut-être pour compléter, parce que ça a été un sujet qu'on a évoqué nous dans le cadre de la cellule de signalement, est-ce que ces modules de formation seront également à disposition du corps arbitral, notamment dans les formations liées aux arbitres? Oui, alors c'est des modules qui sont totalement indépendants, c'est-à-dire que là, ça sera de la... Alors il y a deux choses, il y a la manière dont on statuera au niveau fédéral, peut-être via une future CMCD, j'en sais rien, pour dire que y a des incontournables et que ce type de formation s'impose au club, à un dirigeant, à je ne sais qui. Mais en même temps, rien n'empêche pour l'heure que les ITFE proposent ce module de formation le plus largement possible. Alors, tu penses aux arbitres, bien entendu. Moi, je pense évidemment aux encadrants, aux dirigeants, mais aussi aux parents, aux jeunes, et on le dira, je pense mercredi, aux jeunes qui sont dans les structures de pôle. Donc, c'est une formation qui a vocation à intéresser tout le monde. Alors, d'abord parce que ça permet d'être sensibilisé, d'être informé, d'avoir les bons comportements en cas je constate des faits, comment j'agis, ce que je dois faire et ce que surtout je ne dois pas faire, en mettant toujours la victime ou la victime potentielle au cœur de la démarche. Donc ça, j'ai envie de dire, ce module, il peut s'intéresser à tout le monde. Merci Thierry et Michel. On va désormais passer à la conclusion. Alors pour l'ensemble des questions et remarques sur le chat, sachez qu'on les enregistre et qu'on répondra possiblement ultérieurement aux différentes questions pour lesquelles on n'a pas pu apporter de réponse. On avait une question, mais qui permet de faire la transition, Frédéric, sur les prochaines étapes. La première étape des ligues est bien de vérifier sur Gestand la partie organe des structures, et puis voilà, peut-être une projection pour les futures étapes. Alors peut-être avant de céder la parole pour la conclusion à Frédéric, je suis plus à même à répondre à Sylvie sur la question de Gestand. Oui, on va vous faire une petite piqûre de rappel de manière à ce que déjà les informations qui sont existantes dans Gestand soient toilettées, actualisées. Donc ça le vaut également pour l'onglet organes. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est pas seulement se contenter de vérifier ou d'actualiser président, trésorier, secrétaire, mais c'est d'être déjà dans une démarche, ça sera un peu ma conclusion pour ce qui me concerne, dans une démarche plus générale de prise en compte de ce fléau qui consiste à un moment donné à se donner tous les moyens de pouvoir à un moment donné essayer qu'il y ait le moins de personnes à qui on ne demande pas l'honorabilité et qu'on ne peut pas contrôler. J'ai vu dans le chat tout à l'heure, faut-il redemander une attestation à une carte professionnelle, une personne qui a une carte professionnelle? Tant pis si c'est un doublon, il faut le faire parce qu'on a tellement de situations aujourd'hui
où on est en manque d'informations, il vaut mieux avoir 2 alertes qu'aucune. Voilà, je cède la parole à Frédéric. Merci Michel. Oui, je te rejoins complètement. Il vaut mieux demander plus que pas assez. Et j'ai bien conscience qu'on vous demande beaucoup, beaucoup de travail, mais je pense que c'est pour une bonne cause et que quand je vois ce qui peut en ce moment encore ébranler certaines de nos fédés voisines, comme celle du judo ou du sport de glace, je pense que ça vaut le coup qu'on se remonte les manches pour travailler sur cette thématique, cette problématique. Donc, je vous remercie encore de votre bonne volonté, de votre courage, de votre participation. Et j'émets simplement un vœu, c'est quelle que soit la future gouvernance, c'est que notre plan ne parte pas à la poubelle et qu'il pourra se poursuivre et qu'on pourra lutter efficacement dans notre fédé contre toute forme de violence. Merci. Si Frédéric, si Thierry, tu veux ajouter quelques mots de conclusion également avant la fin de ce webinaire. Non, mais je pense que ça a été tout dit. Effectivement, on est très attaché à ce plan. Donc aujourd'hui, on est à l'aune de son déploiement. Donc vous avez compris que c'est quelque chose d'envergure, de résolument tourné vers la volonté d'éradiquer, parce que le handball aujourd'hui, il n'est pas moins plutôt impacté que les autres, et que aujourd'hui, il faut que en réseau, avec vous, avec tous les acteurs, on puisse être efficace. Alors, je crois qu'on a à peu près tous les outils. Hein. Je crois que là, on est dans les starting blocks. On va accélérer, et le contrôle d'honorabilité est vraiment capital là-dedans, mais pas suffisant. Et donc, l'arsenal qu'on est en train de déployer, il doit nous permettre alors pas retrouver de la sérénité, parce qu'on ne l'a pas perdu, mais on voit bien aujourd'hui au travers de ce que vous pouvez lire dans la presse, que vous voyez dans les médias, ce qui progressivement amène à libérer les gens de ce carcan qui les enferme et qui parfois nuit à la fois leur longévité, leur santé et leur efficacité dans notre société. Je crois qu'on ne peut pas être insensible à ça, et la fédération, comme d'autres, hein, mais la fédération, elle a la volonté de lutter contre ça, et donc on vous invite évidemment à amener votre pierre à l'édifice au travers de l'opérationnalité de ce réseau qu'on installe avec vous. Merci beaucoup pour ces mots de conclusion. On vous remercie tous pour votre connexion, pour votre participation et bien évidemment votre implication sur cette thématique. On rappelle que le webinaire a été enregistré et vous sera transmis par la suite. On rappelle également mercredi 18h le webinaire sur le butage. Voilà. Merci à tous, prenez bien soin de vous et on vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir à tous.